Reproduction sexuée chez les mammifères, conservation des caractères de l'espèce et diversité génétique des individus. Tout être vivant se multiplie afin de perpétuer son espèce. Ceci peut passer par de la multiplication végétative ou reproduction asexuée, par de la reproduction sexuée ou par l'association des deux phénomènes précédents. Pour les mammifères, vertébrés, tétrapodes à mamelles, la formation de nouvelles générations ne s'effectue que par la reproduction sexuée. Celle-ci correspond à l'association méiose et fécondation. Au cours de la méiose chez les mammifères se forment les gamètes mâles et femelles qui par la suite fusionnent par fécondation. Ces processus génèrent une nouvelle génération qui présente les caractères bien sûr spécifiques de l'espèce, mais également certains caractères parentaux, les caractères de leurs parents, mère et père, et en même temps vont présenter de nouveaux caractères individuels, ils vont être uniques, donc une certaine innovation génétique, une diversité va être élaborée au cours de cette reproduction sexuée. On peut s'interroger sur les caractéristiques de cette reproduction, permettant à la fois dans la descendance de garder les caractères de l'espèce et certains caractères parentaux, mais également de générer en même temps de la diversité génétique avec des descendants qui sont uniques. Pour traiter de ceci, nous diviserons le chapitre en 4 parties. Tout d'abord, nous présenterons la fabrication des gamètes femelles, puis la fabrication des gamètes mâles. Dans une troisième partie sera traité des événements génétiques liés aux divisions cellulaires impliquées. Et enfin, nous aborderons la fécondation avec ses mécanismes, ses étapes, mais également ses caractéristiques génétiques. Première partie, fabrication des gamètes femelles, la gamétogénèse et le cycle sexuel femelle que l'on traitera dans l'exemple de la femme. Les étapes sont à revoir dans le TP avec tous les processus d'ovogénèse couplés à la folliculogenèse. Nous aborderons dans le cycle reproducteur femelle, on peut voir différents organes présentant une activité cyclique, une activité rythmique à partir de la puberté. Dans le cas de la femme, dans le cycle menstruel, on observe la phase folliculaire avant l'ovulation, puis la phase lutéale après l'ovulation. En parallèle, au niveau de l'utérus, précisément au niveau de l'endomètre, on va d'abord avoir les règles, suivi de la phase proliférative, puis après l'ovulation, la phase sécrétoire avec cette dentelle utérine. Au niveau de la glaire cervicale, l'ovulation va correspondre à une période où elle est franchissable par les spermatozoïdes. Par contre, en dehors de cette ovulation, infranchissable. Les glandes mammaires également ont deux grandes phases avec une activité principale après l'ovulation. D'autres organes tels que la muqueuse vaginale et d'autres variations physiologiques telles que la température également peuvent présenter ces deux grandes parties. Donc on observe finalement une synchronisation entre ces organes avec la phase pré-ovulatoire qui va préparer à la fécondation qui pourra avoir lieu éventuellement au moment de l'ovulation. Et s'il y a eu cette fécondation, les organes tels que l'endomètre par exemple sont aptes à suivre le processus reproducteur, c'est-à-dire que l'endomètre est prêt pour alimenter
le petit embryon qui se forme, puis ensuite il est prêt à développer le placenta pour la gestation éventuelle à venir, et les glandes mammaires également vont avoir une activité qui commence à se faire pour préparer à cette éventuelle nidation. Donc on observe une certaine synchronisation, une certaine corrélation entre l'activité de ces organes, mais attention, comme toujours, hein, corrélation ne veut pas dire forcément lien de causalité. Donc on peut s'interroger sur une éventuelle communication, mais rien que de regarder ces événements ne le prouve pas. Un certain nombre d'expériences qu'on analysera et interprétera en exercice ont démontré que cette synchronisation est due à des informations, des communications entre ces différents organes. Donc c'est ce que nous allons aborder maintenant. Tout d'abord, le contrôle du cycle de l'utérus par l'ovaire. Donc on présentera uniquement la synchronisation, la coordination et les messages entre ces deux organes. Les autres seront laissés en suspens. Pour l'ovaire, donc on a d'abord la phase folliculaire qui permet à un follicule dominant de finir sa maturation pour aller jusqu'au stade follicule de De Graaf. Pendant cette croissance, il y a libération d'œstradiol. On rappelle que le précurseur d'œstradiol est fabriqué par la thèque interne, puis transformé par les cellules granulosas en œstradiol. Donc on a la concentration d'œstradiol qui augmente pendant cette phase folliculaire pour devenir très abondante lorsque le follicule est mature. Dans un deuxième temps, on va avoir le follicule mature qui a libéré son ovocyte qui se transforme en corps jaune. Ce corps jaune d'abord grandit, puis ensuite régresse. Donc on va avoir là, par ces cellules lutéiniques, fabrication d'un peu d'œstradiol. Vous voyez ici, on a une augmentation, puis ensuite une diminution. Donc on voit la variation ici cyclique de l'œstradiol, puisque ceci recommence au cycle suivant. Si on regarde la progestérone, deuxième hormone sexuelle femelle, elle est principalement produite par les cellules lutéiniques. Donc, concentration relativement faible pendant la phase folliculaire, puisqu'il n'y a pas de corps jaune. Puis, le corps jaune grandit, d'où l'augmentation de concentration de progestérone qui est sécrétée par ce corps jaune. Lors de la régression du corps jaune, il y a de moins en moins de synthèse, donc la concentration progestérone diminue. Ces deux hormones sexuelles femelles, donc l'œstradiol qui fait partie de la grande famille des estrogènes, et la progestérone, deuxième hormone sexuelle femelle, vont avoir pour cellules cibles des cellules de l'endomètre. Donc on va avoir un contrôle du cycle utérin par l'ovaire. Ces actions sont représentées ici. Donc l'œstradiol, ou la grande famille des estrogènes, va d'une part stimuler la multiplication des cellules de l'endomètre. Donc les cellules de l'endomètre sont des cellules cibles, elles prolifèrent, d'où l'augmentation de l'épaisseur de cet endomètre. Et l'œstradiol stimule également l'acquisition des récepteurs à la progestérone, donc va permettre d'avoir le fonctionnement de la deuxième phase, l'action de la deuxième phase. Ensuite, la progestérone ou la famille des progestagènes, la progestérone étant la principale hormone de la famille des progestagènes, la progestérone va stimuler la spiralisation des vaisseaux sanguins pendant la phase sécrétoire, va stimuler la ramification des glandes et enfin la sécrétion des glandes utérines pour qu'elles fabriquent et sécrètent le lait utérin. Donc on va bien avoir ici la progestérone qui stimule la dentelle utérine de la phase sécrétoire. Ensuite, quand le corps jaune diminue, on a dit diminution de progestérone et donc aussi diminution d'œstradiol, mais qui déjà n'était pas forcément en quantité relativement importante. Donc à la fin du cycle, on va avoir vraiment
un effondrement de la concentration de ces hormones sexuelles femelles, d'où au début du cycle suivant, une action sur l'utérus qui va être moindre, donc peu d'œstrogène, peu de progestérone, donc l'endomètre se désagrège, il n'y a plus d'effet stimulateur, donc on va déclencher ici les menstruations, donc les règles. Le mécanisme d'action de ces hormones sexuelles femelles est à revoir avec le document 2 qui avait été traité dans un chapitre précédent.